Elle s'arrêta sur le bord de la route pour acquérir des fruits auprès des commerçants locaux ambulants. Bien que le trajet fût long, son humeur restait excellente. La chaussée était humide, recouverte d'une légère bruine. Elle conduisait lentement, mais de façon constante. Après plusieurs heures, la route redevint sèche, et elle effectua un unique arrêt pour se dégourdir les jambes. Désormais, elle était proche de sa destination, à seulement quelques kilomètres. C'est alors qu'en s'engageant sur une route, rurale étroite, à moins d'1 kilomètre de son point de livraison final, un trou béant au milieu de la chaussée l'obligea à s'arrêter. Elle tira le frein à main, descendit de la cabine et marcha jusqu'au trou pour évaluer la possibilité de le franchir. Mais, alors qu'elle revenait sur ses pas, elle perçut des mouvements rapides aux alentours et, avant même de pouvoir réagir, des hommes surgirent de la forêt, encerclant le camion. Elle n'eut le temps de rien. Ce qui ne semblait être qu'un simple obstacle à la livraison était en réalité un piège. Seule et isolée, elle se retrouvait alors totalement vulnérable. Lutte, trou, un piège. Elle conduisait depuis de nombreuses heures, et son corps commençait à ressentir les effets de cette période prolongée derrière le volant. Mais son esprit restait ferme, concentré sur la mission qu'elle devait accomplir. Le transport, comme d'habitude, était long et exigeant mais touchait à sa fin. Cette perspective la maintenait motivée, malgré la fatigue accumulée durant le voyage. Lorsqu'elle aperçut au loin une petite bourgade avec quelques vendeurs ambulants installés en bord de route, elle reconnut immédiatement ce paysage familier à ceux qui sillonnent les autoroutes. Des vendeurs modestes proposant des fruits typiques de la région, disposés avec soin dans des caisses en bois, colorant ainsi le bas-côté. Sans hésiter, elle réduisit sa vitesse, signala son intention et gara le camion avec précision au bord de la route. Elle coupa le moteur et, avec la même précaution qu'elle manifestait en conduisant le camion, descendit de la cabine. Le sol en terre battue était humide, conséquence de la bruine matinale, laissant flotter dans l'air cette odeur caractéristique de terre mouillée qu'elle affectionnait particulièrement. Elle se dirigea vers les vendeurs, échangea quelques mots amicaux avec eux, choisit des fruits frais, pommes de cajou, litchi, cajou, et, avec la gentillesse qui la caractérisait, les remercia avant de retourner au camion. De retour dans la cabine, elle ouvrit la portière massive et déposa les sacs avec précaution sur le siège passager, ajustant chacun d'eux pour qu'ils ne roulent pas ou ne s'écrasent pas durant le trajet. L'intérieur de la cabine, déjà imprégné de l'odeur familière du cuir du siège et du tableau de bord chauffé par le soleil, se mélangeait désormais au parfum sucré des fruits fraîchement acquis. Elle sourit, satisfaite, tout en ajustant sa ceinture de sécurité, vérifiant les rétroviseurs et, d'un geste machinal, tournant la clé de contact. Le transport était long, mais désormais, le but était proche. Le chemin qu'elle empruntait, à cet instant, était magnifique, presque cinématographique, bordé d'arbres hauts, denses et verdoyants, formant une sorte de tunnel naturel autour de la route de terre. Elle maintenait la fenêtre entr'ouverte, permettant à l'air frais, chargé des arômes de la terre et de la végétation, d'envahir l'espace de la cabine. Elle alluma la radio et laissa une musique jouer doucement, comme une compagnie discrète, sans empiéter sur le plaisir silencieux de simplement conduire. La route, à ce moment précis, était complètement déserte. Elle n'avait croisé aucun autre véhicule depuis plus d'une demi-heure. Et cela, au lieu de l'effrayer, il la réconfortait toujours. Elle appréciait ces moments d'isolement, où l'univers semblait se réduire à la route, au camion et à elle. Après quelques minutes, alors qu'elle empruntait le chemin de terre à moins d'1 kilomètre de sa destination finale de livraison, l'inattendu se produisit. Son cœur fit presque un bond hors de sa poitrine lorsqu'elle aperçut soudain devant elle un énorme trou au milieu de la voie, bloquant le passage. Il ne s'agissait pas d'une simple imperfection de l'asphalte, mais d'un cratère de terre, creusé de manière irrégulière et insidieuse, occupant presque toute la largeur de l'étroite route. Dans un réflexe rapide, elle freina brusquement, sentant les pneus se bloquer et le camion ralentir brutalement jusqu'à s'immobiliser à quelques mètres du trou. Son corps fut légèrement projeté vers l'avant par l'élan du freinage, mais la ceinture de sécurité assura sa retenue. Elle laissa échapper un soupir involontaire, un mélange de soulagement d'avoir réussi à éviter le pire et d'appréhension face à ce qui l'attendait. Elle garda les mains fermes sur le volant pendant quelques secondes, respirant profondément avant de se décider à couper le moteur.
D'un geste machinal, elle détacha sa ceinture de sécurité, étira son dos et ouvrit la portière de la cabine, descendant lentement. En posant le pied sur le sol de terre humide, elle remarqua que l'air y paraissait plus immobile, plus étouffant, comme si la végétation environnante formait un dôme silencieux et oppressant. Elle s'approcha du trou à pas prudents, analysant attentivement chaque détail. Les bords étaient irréguliers, le sol était meuble et la profondeur difficile à évaluer à cause de l'eau. Elle s'accroupit un instant pour mieux observer. Elle prit une poignée de terre dans ses mains et la laissa s'écouler entre ses doigts, percevant la texture et l'humidité. Puis elle se releva et fit quelques pas supplémentaires, contournant lentement l'obstacle. Regardant d'un côté, puis de l'autre, elle mesura du regard la largeur et la profondeur, essayant d'évaluer rationnellement s'il y avait une chance que le camion puisse passer. Mais elle arriva vite à la conclusion inévitable, se disant à voix basse « C'est impossible, le camion ne passera pas ici. Je n'arrive pas à croire que je vais devoir appeler le propriétaire de la cargaison à cause d'un trou. » Elle se tourna alors, décidée à retourner à la cabine, réfléchissant rapidement à la manœuvre qu'elle allait effectuer. Faire ? Marche arrière prudemment, chercher un renfoncement ou une entrée secondaire pour dévier sa trajectoire. Mais avant même de terminer de pivoter, un son soudain la paralysa, un bruit provenant de la forêt dense à gauche de la route. Elle s'arrêta, le cœur s'accélérant au même instant. Elle regarda autour d'elle, ses yeux parcourant la végétation dense, essayant d'identifier l'origine de ce son étouffé, qui ressemblait au froissement de feuilles, au craquement de branches brisées par quelque chose ou quelqu'un. Son instinct, forgé par des années de route, hurla en alerte. Elle fit un pas en arrière, sa respiration commençant à s'accélérer lorsque, soudain, de nouveaux sons surgirent, cette fois provenant de plusieurs points autour d'elle. Des mouvements rapides, des feuilles s'agitant, des pas précipités brisant la monotonie de la forêt. Et avant qu'elle puisse même penser à courir ou à retourner à la cabine, 3 hommes surgirent de la forêt, courant dans sa direction. Ils venaient de points différents, exécutant un mouvement précis et synchronisé, comme ceux qui savent déjà exactement ce qu'ils doivent faire. Ils encerclèrent complètement le camion, fermant toute possibilité de fuite. Elle se figea, son cerveau essayant de traiter la scène surréelle qui se déroulait sous ses yeux. Elle ne comprenait pas comment ni pourquoi, ou plutôt, pourquoi? Mais elle était là, à 7h50, face à ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, possible quelques secondes auparavant. L'un des hommes, à 7h56, avec une expression dure et une voix menaçante, la pointa directement du doigt et cria « C'est fini pour toi, ma fille, coopère seulement ». Le second, à 8h05, se précipita du côté du passager, bloquant rapidement la portière de la cabine, tandis que le troisième se positionnait stratégiquement derrière le camion, à 8h12, l'empêchant de tenter une marche arrière à toute vitesse à 8h17. Elle inspira profondément, tentant de rester calme, mais elle savait avec cette certitude viscérale qu'il n'y avait plus d'issue, ce qui, jusqu'à quelques instants auparavant, semblait être un simple obstacle imprévu dans la livraison du chargement, ce qui n'était pas rare, était en réalité un piège soigneusement préparé, à 8h38. Et maintenant, seule, isolée, sur cette route déserte encerclée par des criminels, à 8h44, elle était totalement vulnérable. Le temps semblait s'être arrêté, à 8h50, et le silence, qui était autrefois synonyme de paix, se transformait désormais en un vide oppressant, un néant d'espoir. Et à ce moment précis, à 8h59, elle comprit. Sa vie était sur le point de changer à jamais. Confrontée à cette situation, à 9h05, elle resta complètement immobile pendant quelques secondes, comme si son âme avait été arrachée de son propre corps face au danger imminent et incontrôlable. À 9h11, le monde autour d'elle sembla se rétrécir et disparaître, à 9h16, ne laissant que le son de sa propre respiration accélérée et le pouls frénétique de son cœur martelant contre sa poitrine comme un tambour de guerre, à 9h22 et 9h28. L'homme qui avait crié s'approcha rapidement, avec des pas décidés et menaçants, tandis que sa main plongeait dans la poche de sa veste crasseuse et en sortait quelque chose de métallique qui scintillait sous la lumière, filtrée par les arbres, à 9h35 et 9h41. Cela ressemblait à un petit couteau aiguisé,
de ceux qui n'ont pas besoin de grand-chose pour intimider ou blesser. Dans un réflexe instinctif de quelqu'un qui comprend que toute résistance signifierait une sentence immédiate, à 9h47 et 9h53, elle leva les mains très lentement, dans une reddition silencieuse et automatique, à 9h59. Elle ne dit rien, ne cria pas, ne courut pas, à 10h05. Elle savait que tout mouvement brusque pourrait déclencher une violence encore plus grande, et qu'à cet instant, la seule chose qu'elle avait était le contrôle de son propre calme, à 10h13. Le second homme, positionné de l'autre côté, à côté du passager, tirait avec force sur la poignée de la porte, à 10h18 et 10h23, tentant de l'enfoncer avec une brutalité impatiente, forçant la structure métallique du camion à grincer, à 10h28. Pendant ce temps, le troisième s'approchait avec la froideur calculée de quelqu'un qui savait que sa fonction était d'observer, de contenir, de surveiller toute tentative possible, de sa part de s'échapper, à 10h36 et 10h41. Son cœur battait de façon désordonnée, si rapidement qu'il provoquait une légère douleur dans sa poitrine, à 10h47. Sa respiration devenait de plus en plus courte, haletante, lourde, comme si l'air lui manquait, à 10h52. Son raisonnement était confus, à 10h58. Elle ne parvenait à penser à rien d'autre qu'à un mot qui martelait sans cesse dans son esprit. Survivre. Que voulez-vous ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, rauque, presque un murmure qui parvint à peine à se faire entendre, à 11h04 et 11h10 et 11h17. Plus motivé par la panique que par une intention réelle de négocier, l'homme avec le couteau inclina légèrement la tête, laissant échapper un demi-sourire cynique, à 11h22 et 11h28, comme quelqu'un qui s'amuse de la vulnérabilité de sa victime. Tout, répondit-il sèchement, sans hésitation, sans pitié, à 11h35. Le camion et ce qu'il contient. Elle jeta instinctivement un coup d'œil sur le côté, évaluant la distance qui la séparait de la cabine, à 11h43. Pendant un instant fugace, elle mesura mentalement les chances d'une course désespérée, d'un saut, peut-être, à 11h48. Mais elle réalisa vite que ce serait inutile, à 11h53. Elle était complètement encerclée, seule, sans défense, sans aucune. Il restait une mince chance, un espoir ténu d'évasion ou d'une riposte efficace, simultanément. Le second individu, après s'être acharné sur la porte avec des tiraillements violents et répétitifs, parvint finalement à la faire céder à 12h05, produisant un craquement retentissant, tel un cri métallique perçant le silence lugubre. Sans perdre un instant, il se lança à la fouille de l'intérieur de la cabine avec la convoitise typique de celui qui recherche avidement des objets de valeur, vers 12h17. Il projeta au sol, sans ménagement, les sacs de fruits que la victime venait d'acquérir, vers 12h23. Il arracha le système de radiocommunication du tableau de bord, sectionnant brutalement les câbles à 12h30. Il manipula les documents de chargement, dispersant papiers et bordereaux fiscaux sur le plancher métallique, autour de 12h36. Le troisième homme, se rapprochant encore davantage de sa proie, dégaina de sa ceinture une corde fine mais solide, enroulée avec soin, comme quelqu'un qui anticipait sa nécessité à 12h41 et 12h48. Il la tenait fermement, sans prononcer un mot, laissant la simple présence de l'objet exprimer une menace, plus éloquente que n'importe quelle intimidation verbale à 12h54. « Tourne-toi », ordonna-t-il d'une voix dure et catégorique, excluant toute possibilité de négociation vers 13 mon heure. Elle hésita, reculant d'un pas, un réflexe instinctif de survie à 13h05. Toutefois, avant qu'elle ne puisse envisager une autre réaction, l'homme muni du couteau avança davantage, levant le bras et approchant dangereusement la lame de son visage, à quelques centimètres de sa peau, faisant miroiter le reflet froid du métal dans ses yeux écarquillés, vers 13h11, 13h17 et 13h24. « Tourne-toi », répéta-t-il, employant désormais un ton plus agressif, plus tranchant que le couteau lui-même, vers 13h31. Sans alternative, le corps parcouru de tremblements, et les genoux flanchant presque, elle se soumit à l'ordre. Elle pivota lentement, le dos tourné, chaque seconde lui paraissant une éternité, autour de 13h37 et 13h44. Soudain, des mains rêches et brutales agrippèrent ses bras et les tirèrent violemment vers l'arrière,
les tordant sans se soucier de la douleur que cela pouvait engendrer, vers 13h51. La corde comprima instantanément ses poignets, les enserrant et les meurtrissant avec une brutalité extrême, jusqu'à ce que des nœuds solides la privent complètement de sa mobilité à 13h59 et 14h06. Pendant qu'elle se faisait ligoter, elle pouvait entendre en arrière-plan l'homme à l'intérieur de la cabine pester bruyamment, manifestant son irritation tandis qu'il poursuivait sa fouille du camion à 14h14. « Il n'y a rien ici, rien de valeur, et le chargement, c'est du bois », s'exclama-t-il frustré, donnant un coup de pied à l'un des sacs de fruits tombés au sol, vers 14h19 et 14h24. L'homme au couteau, la maintenant toujours par les bras liés, tourna vivement le visage vers elle, lui lançant un regard méprisant et exaspéré, vers 14h30. « Et le fric, il est où ?» questionna-t-il sèchement, projetant presque les mots. Elle secoua la tête, sincère mais avec une voix inévitablement tremblante, comme quelqu'un qui craint que la vérité ne suffise pas à apaiser la colère des bandits, vers 14h36 et 14h41. « Je n'ai pas d'argent sur moi, seulement la carte de la société, » répondit-elle vers 14h48 et 14h55. L'homme laissa échapper un juron et se tourna vers ses complices, dépité et impatient, vers 15h. « Attachez-la à l'arbre, et on se tire, juste avec le camion, c'est tout, » ordonna-t-il, indiquant clairement qu'à cet instant sa vie importait peu. Elle n'était qu'un obstacle de plus à éliminer à 15h05 et 15h12. Sans perdre de temps, l'homme qui l'avait ligotée commença à la traîner par le bras en direction du sous-bois, la tirant brutalement à travers les buissons et les racines apparentes, quelques mètres plus loin sur le bord de la route, vers 15h18 et 15h26. Elle trébuchait, essayant de résister, mais le sol humide et glissant entravait toute tentative de réaction. Ses bottes patinaient sur la terre meuble, ses genoux se pliaient involontairement, et ses épaules la brûlaient sous la pression de la corde serrant ses poignets, vers 15h32 et 15h38 et 15h46. « Ne faites pas ça, s'il vous plaît, » implora-t-elle, la voix étranglée, les yeux déjà rougis, non seulement par la souffrance physique, mais aussi par la terreur d'être abandonnée là, seule et sans défense, vers 15h53 et 15h59. Cependant, l'homme de devant ne sembla pas entendre et continua de la traîner jusqu'à ce qu'ils atteignent un tronc épais, un arbre ancien et tordu, qui se dressait solitaire au bord de la route, tel un monolithe silencieux. Sans la moindre compassion, il la tourna dos à l'arbre et, avec des gestes rapides et brusques, serra la corde encore plus fort, fixant ses poignets déjà liés autour du bois, l'immobilisant de telle manière qu'elle pouvait à peine bouger les épaules ou tourner le corps. Pendant ce temps, l'autre homme s'approcha pour vérifier que les nœuds étaient bien faits, les tirant une fois de plus jusqu'à entendre le son rauque de la corde, se tendant au maximum. Elle essaya de se libérer, força sur ses bras, arqua, son corps d'avant en arrière dans une tentative désespérée de s'échapper, mais c'était impossible. La corde serrait de plus en plus, et ses poignets commençaient à brûler sous le frottement rugueux du matériau. Avec son regard flou et son cœur battant la chamade, elle aperçut au loin les trois hommes s'éloigner tranquillement, remontant dans la cabine du camion, comme s'ils en étaient les propriétaires légitimes. Elle entendit le son familier du moteur qui démarrait, un bruit qui, dans cette situation, lui parut absolument cruel et surréaliste. Le même son qui avait toujours symbolisé la liberté pour elle représentait désormais son impuissance. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, essayant de garder l'esprit sous contrôle, même lorsque tout en elle hurlait, de panique. Pendant quelques minutes, elle resta là, à écouter le moteur accélérer, les cris de commandement entre eux, puis le silence. Lorsqu'elle trouva finalement le courage de rouvrir les yeux, elle vit la route complètement vide. Le camion, le chargement, les bandits, tout avait disparu à l'horizon et elle restait là, seule, attachée à l'arbre, les poignets lancinants de douleur, le corps couvert de sueur et de terre, au milieu d'une route isolée, sans personne alentour, sans aucun véhicule passant, sans aucune chance immédiate de secours. Mais alors que la peur initiale cédait la place à la colère, quelque chose en elle commença à se transformer. Les larmes séchèrent, et ses yeux se durcirent. Même avec les bras attachés, même avec la douleur croissante, elle commença à se débattre avec force, forçant sur ses muscles, tirant sur la corde avec le peu de liberté qui lui restait.
déterminée à ne pas abandonner. Déterminée à ne pas accepter cette fin seule, blessée, mais vivante et surtout déterminée à rechercher la justice, à s'échapper. La douleur dans ses poignets était insupportable. Elle lançait des vagues constantes qui parcoururent ses bras et irradièrent dans tout son corps. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Même avec la peau éraflée, le sang coulant lentement et les muscles épuisés, elle continuait à se débattre, forçant de plus en plus son corps contre la corde rugueuse qui la liait à l'arbre, comme si sa vie en dépendait. Et de fait, elle dépendait de ce dernier effort. À chaque traction, elle sentait la fibre de la corde écorcher encore plus sa peau, mais elle percevait aussi de petites avancées, presque imperceptibles, mais qui alimentaient sa détermination. Elle ne pouvait pas accepter que tout se termine là, attachée et sans défense sous le soleil de plus en plus chaud et impitoyable, à attendre un secours improbable sur une route rurale isolée, où presque personne ne passait jamais. Avec un mouvement brusque, peut-être le plus désespéré de tous, elle sentit finalement la corde céder. Pas complètement, mais suffisamment pour que sa main droite se libère. La douleur fut immédiate, une piqûre intense qui la força à serrer les dents, mais elle l'ignora. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant pour rassembler les dernières forces qui lui restaient, et d'un mouvement rapide et décidé, défit le nœud final. Quand elle réalisa qu'elle était libre, son corps céda simplement. Elle s'effondra à genoux sur le sol, épuisée, à bout de souffle, sentant ses jambes flancher et ses bras peser comme du plomb. Elle resta ainsi quelques instants, courbée, les mains posées sur la terre humide, n'entendant que le son de sa propre respiration haletante et les battements désordonnés de son cœur. Mais elle ne pouvait pas s'attarder. Elle releva lentement la tête, les yeux brûlants du mélange de sueur et de sang qui coulait de la blessure à ses poignets. Elle regarda autour d'elle. La route restait déserte, comme avant, comme toujours. Aucune voiture, personne, seulement le silence oppressant de la forêt dense et la chaleur étouffante de midi qui semblait aspirer son énergie. Au loin, elle pouvait encore distinguer les marques de pneus sur la terre, la trace indubitable du camion que les criminels avaient emporté. Ce même camion qui, il y a encore quelques heures, était sa compagnie, sa sécurité, le prolongement de sa vie. Maintenant, il n'était plus qu'une ligne de traces sur la terre, disparaissant sur la route. Elle prit une profonde inspiration, luttant pour réprimer les pleurs qui insistaient à monter à sa gorge, puis avec effort, elle se redressa. Ses jambes tremblaient encore, ses genoux vacillaient, mais elle se maintint ferme, droite, déterminée. Elle marcha jusqu'au milieu de la route, leva les deux bras bien hauts et fit ce qu'elle savait être, à cet instant précis, la seule option, censée demander de l'aide. Elle ignorait combien de temps elle devrait attendre, ni si quelqu'un passerait par là ce jour-là, mais elle ne renoncerait pas. Heureusement, ou par protection divine comme elle le penserait plus tard, l'attente fut brève. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'aperçoive au loin une silhouette se rapprocher, contournant le virage étroit de la route. Une vieille voiture typique des fermes, avec la carrosserie maculée de boue et les pneus usés, apparut lentement. Le conducteur, en voyant cette silhouette seule, blessée et couverte de terre, freina immédiatement. L'homme simple, coiffé d'un chapeau, de paille et le regard soucieux, baissa la vitre et demanda « Tout va bien, mademoiselle ?» Elle prit une profonde inspiration, ravalant l'émotion qui menaçait de déborder et pour la première fois depuis l'agression, elle parvint à esquisser un petit sourire, faible mais sincère. « Grâce à Dieu, maintenant ça va aller. » Sans hésiter, l'homme ouvrit la portière, l'aidant à monter. Pendant qu'elle arrangeait ses bras blessés sur ses genoux, il démarra la voiture, attentif, écoutant avec une expression grave tandis qu'elle racontait, encore avec la voix tremblante, tout ce qui s'était passé, le trou, l'embuscade, le kidnapping éclair. Ils se rendirent directement au poste de police le plus proche. Et grâce à la dénonciation rapide et à la description précise qu'elle fournit, la police locale mobilisa immédiatement une équipe de recherche. Des hélicoptères furent envoyés pour survoler la région, tandis que des voitures de patrouille se déployaient sur les routes secondaires, coupant les routes de fuite possibles des criminels. Moins de 2 heures plus tard, la première nouvelle arriva. Le camion avait été localisé. Il était caché sur un chemin de terre, partiellement dissimulé par des arbustes et des feuilles,
comme si les criminels avaient tenté de le camoufler à la hâte, craignant la poursuite policière. Mais ce qui semblait être la fin de cette saga se révéla n'être que le commencement. Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux et encerclèrent le camion, ils découvrirent que, les armes à la main, tous les protocoles de sécurité étant activés, ils n'ont trouvé personne, ni le moindre signe des criminels, aucune empreinte, aucun objet, ni la plus petite trace récente, à part les marques de pneus. Le camion était là, intact, silencieux, mais vide. Le commissaire qui coordonnait les opérations a transmis par radio « Nous avons retrouvé le camion, mais les auteurs ont disparu ». Cette nouvelle a engendré un mélange d'apaisement et de désillusion. Apaisement car le camion avait été récupéré. Désillusion car les responsables de toute cette brutalité avaient repris la fuite, se fondant dans l'immensité de la forêt et des sentiers de la région. Lorsqu'on lui a demandé au commissariat si elle souhaitait accompagner l'équipe jusqu'à l'endroit où ils avaient retrouvé le camion, elle a inspiré profondément, a fermé les yeux pendant quelques secondes, et a répondu avec détermination « Non, je veux juste récupérer mon camion et reprendre la route. » Et c'est ce qu'elle a fait. On l'a emmenée jusqu'au véhicule où, le cœur lourd et les yeux humides, elle a passé sa main sur la carrosserie, caressant le métal froid comme on retrouve un vieil ami après une longue séparation. Elle est montée dans la cabine, s'est assise sur le siège du conducteur et après quelques instants, a tourné la clé. Le moteur a répondu avec ce même ronronnement grave et vibrant qu'elle affectionnait tant. Elle a fermé les yeux un instant, respirant profondément, humant l'odeur familière d'huile, de route, de liberté. Mais cette fois, il n'y avait pas cette sensation complète de victoire. Pas encore, car bien qu'elle soit de retour au volant, bien que le camion ait été retrouvé, les hommes qui avaient fait ça étaient toujours en liberté. Cachés quelque part, peut-être en train de planifier leur prochain coup, peut-être à l'affût d'une autre victime qui, comme elle, voulait simplement travailler, poursuivre son chemin, arriver à destination. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait retourner au commissariat, donner de nouvelles dépositions, peut-être identifier des suspects, mais pour l'instant, elle a décidé de simplement faire ce qu'elle a toujours su faire, aller de l'avant. Elle a allumé les phares, a ajusté le rétroviseur et a remis le camion sur la route. Seule, oui, mais plus forte que jamais, car ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Tandis qu'elle avançait lentement sur la route, le volant fermement entre les mains et le regard fixé sur l'horizon, elle ne pensait qu'à une chose. Ces types vont être retrouvés, même si je dois y mettre du mien. Et elle a continué ainsi. La route était ouverte et la véritable chasse ne faisait que commencer. Elle pensait qu'en récupérant le camion, elle pourrait simplement reprendre la route, essayer d'oublier cette journée, peut-être transformer tout cela en une des nombreuses histoires que les camionneurs racontent lors des conversations, comme une leçon apprise de force. Mais en arrivant au commissariat pour récupérer les papiers de libération du véhicule, elle a reçu une nouvelle qui lui a de nouveau glacé le sang. Les criminels n'avaient pas été retrouvés. Le camion était là, abandonné entre les arbustes, comme un animal blessé laissé sur le bord de la route. Mais les 3 hommes qui avaient tendu cette embuscade avaient disparu comme de la fumée. La police a mené des recherches dans la région, est entrée dans les bois, a déployé des drones et des hélicoptères, mais rien, aucune trace, aucune empreinte, rien qui puisse indiquer où ils étaient repartis. Elle refusait de croire qu'ils avaient disparu aussi facilement, comme des fantômes. Elle savait que cette route était peu fréquentée et isolée, mais elle savait aussi que personne ne survit seul dans cette forêt dense, sans aide, sans plan. Il ne s'agissait pas d'un simple vol au hasard. L'opération avait été méticuleusement conçue et préparée. Pendant que le commissaire remplissait les formulaires, elle resta immobile près du camion, observant les éraflures sur la carrosserie, les résidus de terre accumulés sur les roues, et les traces de pneus encore visibles sur le chemin de terre. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux, tentant d'analyser l'étrange sensation qui l'envahissait. Le camion était récupéré, mais le danger n'était pas écarté. « Êtes-vous certain qu'ils n'ont pas été arrêtés ?» demanda-t-elle, au commissaire qui répondit sans quitter les documents des yeux. « Absolument. Ils se sont volatilisés dans la forêt. Ils doivent bien connaître la région ou avoir des complices. » Elle acquiesça silencieusement. Le commissaire, remarquant son expression, ajouta «
Nous allons poursuivre les recherches. Mais vous savez, comment c'est ici? La forêt engloutit tout. Celui qui veut disparaître y parvient. » Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'elle remontait dans la cabine. Elle démarra le moteur, mais ne partit pas immédiatement. Elle resta assise, agrippant fermement le volant, sentant le moteur vibrer sous ses pieds. Le grondement, puissant qu'il avait si souvent réconforté, lui rappelait maintenant que cette route n'était plus la même. Elle décida de reprendre la route, mais tandis que les kilomètres défilaient lentement derrière la vitre, ses pensées restaient bloquées. Où pouvait-il être? Et surtout, préparait-il une nouvelle attaque? Elle savait que les routiers solitaires comme elle étaient des proies faciles pour ce genre de criminalité. Dans une des stations-service où elle s'arrêta pour faire le plein, elle discuta avec d'autres chauffeurs et découvrit qu'elle n'était pas la seule à avoir des soupçons. Au cours des dernières semaines, plusieurs témoignages similaires avaient commencé à émerger. Routes bloquées par de faux nids de poules, camions abandonnés, marchandises disparues et criminels introuvables. Le schéma était clair, mais personne ne semblait avoir de pistes concrètes. La police locale disait enquêter, mais aucune réponse n'était fournie. Elle comprit que si elle voulait vraiment trouver les responsables, elle devrait aller au-delà. Et là, assise à la table graisseuse de la station-service, sirotant un café fade et consultant les dernières nouvelles sur l'écran digital de son téléphone, elle prit une décision. Elle ne se contenterait pas d'être un simple numéro dans les statistiques. Elle prit son téléphone et appela un vieil ami, un ancien routier à la retraite qui travaillait désormais comme détective privé pour des entreprises de transport. « J'ai besoin d'aide », dit-elle sans détour. À l'autre bout du fil, la réponse fut aussi rapide qu'elle l'avait prévue. « Dis-moi où et quand et j'arrive. » Ainsi, tandis que la nuit tombait sur la route et que les camions allaient et venaient comme à l'accoutumée, elle traçait déjà un nouveau chemin, non plus seulement pour livrer une cargaison, mais désormais pour obtenir des réponses et faire respecter la justice. Et au fond d'elle, elle le savait déjà. C'était loin d'être terminé. Ce n'était que le début d'une traque, la traque finale. Les jours qui suivirent la récupération du camion furent un tourbillon. Les marques sur son corps cicatrisaient, lentement, mais les blessures de son âme semblaient encore béantes, palpitant à chaque souvenir, à chaque cauchemar nocturne. La route, autrefois synonyme de liberté, était devenue un champ de bataille invisible. Elle continuait à conduire, parce que c'était ce qu'elle faisait. Mais à chaque kilomètre parcouru, elle sentait que quelque chose restait en suspens, inachevé, comme si l'histoire n'avait pas eu la fin qu'elle méritait. Les criminels n'avaient pas été retrouvés. Le camion, lui, était de retour, garé dans le garage de l'entreprise de transport, mais la justice, elle, manquait toujours. À l'appel, le sentiment d'impuissance. Ils la rongèrent de l'intérieur. Ils étaient en liberté, peut-être tapis dans un fourré ou se préparant à attaquer une autre personne au prochain virage. Puis, par une matinée glaciale, elle reçut l'appel qui allait tout changer. « Allô, ici le sergent Roberto de la police autoroutière. Nous avons des nouvelles. » Son cœur s'emballa sur le cou, ses mains devinrent froides en tenant le combiné. « Nous avons trouvé des traces de pneus et des indices sur un chemin de terre à 20 km de l'endroit où votre camion a été retrouvé. » Il y a des signes évidents d'activité récente. Cela pourrait être leur planque. Elle n'hésita pas. Elle jeta sa veste sur ses épaules, grimpa dans la cabine et, comme tant de fois auparavant, tourna la clé, faisant rugir le moteur avec puissance. Mais cette fois, la destination n'était pas une livraison mais un règlement de compte. Elle conduisit avec détermination, accélérant plus qu'elle ne le devait. Les yeux rivés sur la route, son esprit repassait chaque seconde de l'embuscade. Le trou, les cris, les mains ligotées, la douleur. Et maintenant, elle était là, libre, forte, à leur poursuite. En approchant du point indiqué, la route se rétrécissait davantage. L'asphalte disparaissait, laissant place à de la terre battue et pleine d'ornières laissées par des véhicules lourds. La végétation dense se refermait des deux côtés comme une muraille vivante. Elle réduisit sa vitesse, coupa la radio, et ne garda que le bruit du moteur et de sa propre respiration. Soudain, un mouvement de vent. Une vieille camionnette avec une bâche déchirée sortait d'une cabane à moitié cachée par la forêt. Elle les reconnut immédiatement. C'étaient eux. Sans réfléchir, elle tourna brusquement le volant, bloquant la route avec le camion,
empêchant tout passage. Le bruit des freins résonna dans les bois et la poussière se souleva, obscurcissant la visibilité pendant quelques secondes. Les criminels sortirent du véhicule, armés, stupéfaits, n'arrivant pas à croire que c'était elle, la même femme, la même victime qui surgissait maintenant devant eux, non plus comme une proie, mais comme une chasseuse. « C'est elle !» cria l'un d'eux en sortant son revolver de sa ceinture, mais elle fut plus rapide. Elle avait déjà appelé la police en chemin, indiquant l'emplacement exact. Et quand les hommes tentèrent de s'enfuir dans les bois, les sirènes déchirèrent le silence venant de toutes parts. Des voitures de patrouille apparurent entre les arbres comme des fauves encerclant leur proie. En quelques secondes, l'endroit se transforma en un terrain de siège. Des policiers bondirent des voitures, criant des ordres, pointant leurs armes, tandis que les bandits, désorientés, couraient sans direction. Elle resta à l'intérieur de la cabine, serrant le volant avec force, observant chaque mouvement avec un mélange de soulagement et de justice. 2 d'entre eux furent immédiatement capturés, maîtrisés et menottés sur le sol de terre, tandis que le 3e tentait encore de s'échapper, se faufilant dans la forêt dense, mais il n'alla pas loin. Un des policiers le rattrapa et d'un coup précis le fit tomber. En quelques minutes, les 3 étaient maîtrisés, à genoux, sales, vaincus, tandis que les flashs des appareils photo des policiers enregistraient la fin de cette chasse. Elle descendit lentement du camion, sentant le poids de chaque pas, comme si chaque mètre parcouru jusqu'à présent allégeait enfin le fardeau qu'elle portait depuis ce jour maudit. Le sergent s'approcha, enlevant son chapeau et disant « Félicitations, sans vous nous n'aurions pas pu les localiser. » Elle se contenta d'acquiescer, regardant les hommes au sol. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. L'image parlait d'elle-même. La femme qu'ils avaient tenté de détruire était celle qui les avait abattus. Plus tard, déjà au commissariat, pendant qu'ils étaient fichés et interrogés. Après avoir été photographiée, elle garda le silence, se contentant d'observer. Elle savait que dès lors, la justice suivrait son cours. De retour sur la route, elle gara son camion au bord d'un belvédère. Le ciel commençait à se parer des teintes orangées du crépuscule, tandis qu'une brise légère agitait les feuilles des arbres. Elle saisit son téléphone portable et enregistra la vidéo qui mettrait un terme à cette épopée. À ceux qui ont suivi cette aventure jusqu'ici, je ne peux que dire. Ne sous-estimez jamais ceux qui connaissent que la route. On a essayé de m'arrêter, on a essayé de me faire taire, on a essayé de me faire tomber, mais ils n'y sont pas parvenus. La route continue, et moi aussi. Si vous croyez que la justice finit toujours par rattraper ceux qui font le mal, laissez un j'aime. Dites-moi d'où vous me regardez, et n'oubliez jamais, quelle que soit la taille du piège, celui qui a la foi et le courage trouve toujours une issue. Elle éteignit la caméra, posa le téléphone sur le tableau de bord, tourna la clé, et fit rugir le moteur une fois de plus, d'un son ferme et puissant, comme un cri de victoire. Tandis que le camion reprenait la route, disparaissant lentement à l'horizon, une seule certitude demeurait. Elle n'était plus seulement une conductrice de poids lourd, mais désormais un symbole de résistance, de force et de dépassement de soi. Et la route, elle, ne serait plus jamais la même. Cette histoire ne se résume pas à un camion récupéré ou à des criminels arrêtés. Elle parle de ce qui se passe quand quelqu'un, seul et vulnérable, refuse d'accepter d'être juste un chiffre de plus dans les statistiques. Elle parle de la force qui réside en celui qui, même face à la peur, choisit de relever la tête et d'aller de l'avant. Elle aurait pu rester là, ligotée, abandonnée, à attendre que d'autres règlent le problème à sa place. Mais elle a choisi de se battre. Elle a choisi de se libérer. Elle a choisi de dénoncer. Elle a choisi d'aller jusqu'au bout. Et, ce faisant, elle n'a pas seulement récupéré son camion, mais aussi sa propre dignité, sa force et sa confiance dans la route qu'elle a toujours aimée. Cette histoire parle aussi de comprendre que, bien souvent, la route que nous choisissons d'emprunter ne sera pas facile, ne sera pas droite ni sûre. Il y aura des trous, des virages, des dangers, des embuscades, et des gens prêts à nous arrêter, à nous faire taire, à nous faire abandonner. Mais celui qui a le courage de continuer malgré la peur, celui qui comprend que l'échec n'est pas de tomber, mais de rester à terre, découvre que la victoire est plus qu'un trophée, c'est une transformation intérieure. Elle n'a pas seulement vaincu les criminels, elle a vaincu sa propre douleur, son propre désespoir, sa propre envie d'abandonner.
Elle s'est prouvée plus forte que la peur qui tentait de la paralyser. Et c'est là la véritable essence de cette histoire. Le dépassement de soi silencieux, solitaire, que personne ne voit, mais qui transforme complètement celui qui le vit. En récupérant le camion, elle a récupéré bien plus que cela. Elle a retrouvé la foi en elle-même, en la justice et en la route qu'elle a toujours considérée comme sa maison. Que cette histoire serve d'inspiration à ceux qui traversent aussi des épreuves, à ceux qui ressentent de la peur ou du doute face aux pièges de la vie. N'arrêtez pas, ne reculez pas, ne vous abandonnez pas. La route, tout comme la vie, est pleine de virages, de trous et de surprises. Mais celui qui a du courage, celui qui a la foi, celui qui insiste, finit toujours par trouver un chemin. Et plus important encore, il apprend que, même quand tout semble perdu, il existe toujours une force cachée en nous qui attend le moment opportun pour nous propulser au-delà des limites que nous pensions avoir. Que cette histoire montre que la route continue et que nous, même blessés, continuons ensemble, plus forts, plus conscients et mieux outillés pour aborder les défis futurs, quels qu'ils soient.